Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes bien sur les ondes de Radio Quetch 89.1 de la FM. Nous sommes le jeudi 6 avril 2023 et vous écoutez votre émission préférée Campus Mag, comme chaque semaine. Vous le savez, une émission réalisée à 100% par des étudiantes et étudiants de l'Université de Haute-Alsace à Mulhouse, depuis notre studio radio de la Fonderie. Je m'appelle Gessaline, je suis étudiante en 2e année de licence d'anglais et ce soir, j'ai le plaisir de co-animer cette émission avec Louis. Bonsoir Louis. Bonsoir Gessaline. Ça va ? Ça va très bien. Je suis très honoré de co-animer cette émission avec toi. Ça me fait très plaisir. Mais le plaisir est partagé. Et bien sûr, la technique sera assurée par Arnaud. Bonsoir Arnaud. Bonjour à tous. Alors, ce soir, nous avons un très très beau programme. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que ça te fait, Louis, d'animer ta toute première émission ? C'est une très bonne expérience que je prends avec grand plaisir. On a le groupe vit bien, on est dans une bonne ambiance, tous les étudiants sont là et être à côté d'un pilier de l'animation étudiante dans cette fonderie, ça me fait plaisir et je vais tout donner. Merci beaucoup. Et alors justement, pour ta toute première émission, nous avons une émission très importante avec un programme très intéressant. Nous allons commencer avec un pad, une chronique politique réalisée par Elliot. Ensuite, nous continuerons sur une petite pause musicale d'un artiste qui s'appelle Tip Stevens de la musique Ember. Pour ensuite enchaîner avec une interview de mon professeur de linguistique et phonétique à l'Université de Haute-Alsace, Monsieur Jory Berry, qui nous parlera de son expérience en Angleterre en tant qu'assistant de français dans un collège. Et ensuite, on enchaînera avec une chronique sur John Wick par Théophile. Et après, on aura un petit résumé de 2 conférences par Valentin et Loïc. Parfait, ça a l'air super. Alors du coup, on va commencer tout de suite avec la chronique politique d'Elliot. C'est parti. Alors, nous sommes le 5 avril 2023 en duplex avec Maastricht. Maastricht, c'est où ça, Elliot ? Écoute, Maastricht, c'est au sud des Pays-Bas, dans la province du Limbourg. C'est à côté du Luxembourg, de la Belgique, et donc on appelle un peu cette région les 3 frontières, un peu comme à Mulhouse finalement. Alors, Elliot, Thierry, tu es étudiant en sciences politiques à l'UHA, l'Université de Haute-Alsace, et tu fais un semestre Erasmus donc à Maastricht, qui est bien connu dans l'Union européenne, puisque il y a le traité de Maastricht qui avait fait polémique en son temps. En novembre 2022, tu avais interviewé ce cher François Hollande, qui a encore sa carte de membre du Parti socialiste français. Tu lui avais demandé si choisir une tête de liste belge, en l'occurrence Paul Magnette, pour le Parti socialiste aux prochaines élections européennes en 2024, c'était une bonne idée. Alors il avait plutôt réfuté d'un haussement d'épaule, parce que peut-être l'idée ne venait pas de lui. Mais maintenant que tu t'es rapproché de Bruxelles, tu as de nouvelles informations à nous donner. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette politique belge qui fait des envieux du côté de Paris ? Raconte-nous. On peut se demander en fait si l'écosocialisme va sauver le PS français en 2024 pour les européennes. L'écosocialisme qui est la grande idée de Paul Magnette, qui aurait été, selon les informations du journal Libération, approché à nouveau par Olivier Faure
pour être tête de liste du Parti socialiste français. Mais qui est Paul Magnette ? Alors préparez-vous, le CV est impressionnant. Paul Magnette est un homme politique belge d'une 50aine d'années, professeur de profession, spécialisé sur les questions européennes. Il s'est notamment fait connaître par son refus du CETA lorsqu'il était président de la Wallonie, donc une région belge, ce qui lui a valu une certaine popularité dans le monde politique de gauche et écologiste. Alors le CETA, c'était un vaste, c'est toujours un vaste projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Sauf que malheureusement pour certains, il n'était pas assez ambitieux sur le plan écologique et aussi un peu trop concurrentiel pour les agriculteurs européens. Et Paul Magnette s'était donc opposé à son application. Donc il avait bloqué l'Union européenne à lui tout seul. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait notre Paul Magnette ? Alors aujourd'hui, Paul Magnette, il est président du Parti socialiste belge. C'est donc en gros, il est président des socialistes francophones en Belgique. Il a d'ailleurs été réélu le mois dernier à la tête du parti avec plus de 90% des voix. Mais Paul Magnette a une autre casquette, celui de bourgmestre de Charleroi, un peu la façon plus classe de dire maire. Il est vraiment très impliqué dans ce métier-là. Il n'est pas heureux en Belgique, notre Paul Magnette. Il veut venir en France. Ah, ça c'est une bonne question. Paul Magnette est allé au congrès de Marseille, le fameux congrès de Marseille des socialistes français au début de l'année, qui a fait tant couler d'encre par les tensions internes qui ont été plus que révélées lors de celui-ci. Mais en même temps, on peut se poser la question de est-il vraiment intéressé ? En 2018, il avait déjà refusé, sûrement pour des causes de politique interne à la Belgique. Actuellement, Paul Magnette s'est lancé dans la campagne pour les élections fédérales belges, donc c'est-à-dire les législatives de 2024, c'est-à-dire en même temps que les européennes. En fait, son dilemme, c'est un peu devenir Premier ministre ou diriger le groupe des socialistes français au Parlement européen. La balance, je pense plus en faveur de la coalition en Belgique. Oui, parce que le PS aux élections européennes, s'il y va tout seul, comme c'est a priori parti, il risque de faire un score absolument minable, comme ils ont très bien réussi à le faire au présidentiel. Mais oui, la question est au PS, c'est de trouver quelqu'un, une personnalité qui puisse se faire entendre même sur la scène nationale seulement pour les européennes. Le problème, c'est qu'il n'y a plus grand monde. Les éléphants du Parti socialiste restants sont un peu plus occupés à tirer des balles dans le pied à Olivier Faure, le premier secrétaire, plutôt qu'à essayer de rassembler une nouvelle classe politique socialiste qui serait plus à la vogue. Si on regarde par exemple le score des élections fédérales belges de 2018, le PS belge fait des scores à faire des envieux du côté de Paris. Ils n'ont pas renié le côté parti qui faisait la force de leur organisation. Il y a toujours, ils essaient de garder une sorte de fort militantisme. Et puis il y a aussi la continuité à chaque fois d'un nouveau projet. Et Paul Magnette se fait le porte-parole d'un projet dont le nom est écosocialisme. Alors qu'est-ce que l'écosocialisme ? Donc en fait, c'est l'alliance d'une politique d'adaptation aux enjeux du réchauffement climatique, en y impliquant les enjeux sociétaux, la question de la justice sociale
et la question de la participation du citoyen à la démocratie. Donc c'est un peu l'idée d'un rééquilibrage des pouvoirs du monde économique vers le politique et la société, tout en étant réaliste et en promouvant une adaptation justement de cette société à la réalité du changement climatique. C'est un peu le programme d'Europe Écologie Les Verts en France. C'est aussi le programme que les socialistes aimeraient maintenant mettre en avant. Mais par exemple, il y a aussi les Verts en Belgique, et ça n'empêche pas le PS de faire des scores aux alentours de 25%. En tout cas aux élections wallonnes. Et alors maintenant, c'est quoi la suite ? C'est quoi les possibilités pour la suite des événements ? Alors, soit Paul Magnette décide de répondre favorablement à l'invitation d'Olivier Faure, ce qui lui permettrait d'aborder cette élection plus sereinement, à Olivier Faure, pas forcément à Paul Magnette, puisque l'option d'une alliance avec Place Publique, comme ça avait été le cas en 2019, paraît peut être peu considérée ou être éloignée, soit comme en 2018, Paul Magnette choisit de se concentrer sur la Belgique et les sélections fédérales à venir, ce qui, à mes yeux, paraît tout autant probable, voire plus probable que l'autre option. Sachant que lors des dernières élections, Paul Magnette était passé de peu à l'accession au poste de Premier ministre, laissant la place à Alexander De Croo. Et puis sa réélection à la tête du PS marque aussi la continuité de son engagement au sein de la Belgique. On pourrait cependant imaginer un scénario à la Baron Noir ou à la House of Cards à l'européenne. Et si l'actuel président du Conseil européen, Charles Michel, que l'on dit en recherche d'emploi d'ici à la fin de l'année, se lançait lui aussi dans la course aux européennes pour le MR, un parti de droite, de centre-droit libéral en Belgique, et chercherait donc du coup à rester à un haut poste au sein de l'Union européenne, ce qui semble particulièrement intéressé selon la presse belge. Et qu'adviendra-t-il si Paul Magnette se lançait aussi ? Assisterait-on à un combat Magnette-Michel ? Pourrions-nous assister à une européanisation des européennes ? Eh bien, la question reste ouverte. Oui, on rappelle aussi peut-être que tous les Européens, toutes les Européennes peuvent se présenter dans n'importe quel pays. Ça, on l'oublie parfois parce que ça n'arrive quasiment jamais. Europe Écologie Les Verts qui l'a déjà fait avec Daniel Cohn-Bendit et qui a eu d'ailleurs des scores plus élevés que ce que le PS a pu faire ces dernières années. C'est vrai, mais Daniel Cohn-Bendit est un peu français et un peu allemand, donc on peut le glisser dans n'importe quelle liste, ou presque. Voilà, peut-être pour terminer ces élections européennes 2024 qui s'annoncent au-delà d'une internationalisation belge et française. Ils sont comment Je pense pas que les gens en parlent trop actuellement. Ils ont d'autres idées dans la tête, un peu accaparés par l'actualité ou même pas du tout, fatigués la politique. Je vais pas me lancer dans une analyse de la scène nationale en disant que c'est la crise, que rien ne va. Mais si déjà les élections arrivent à mobiliser autant qu'en 2019, ce sera déjà une petite victoire pour l'Europe. Merci beaucoup Elliot Thierry en direct ou presque de Maastricht aux Pays-Bas, capitale du traité du même nom, n'est-ce pas ? Et on se voit bientôt à Mulhouse, capitale du monde. Eh oui, à bientôt. Et merci beaucoup à Elliot et Jean-Luc pour ce magnifique podcast sur Paul Magnette, sauveur du PS en France. Et maintenant, petite pause musicale. On va écouter Ember de Tip Stevens. Vous êtes toujours sur Radio Quetch 89.1.
Et vous venez d'écouter Amber, titre de Tip Stevens. Vous êtes toujours sur Radio Quetch 89.1 FM et vous écoutez Campus Mag, votre émission 100% étudiante. Et tout de suite, nous allons enchaîner avec une interview de mon professeur de phonétique et linguistique à l'Université de Haute-Alsace, monsieur Jo Ribéry, qui va nous parler de son expérience en tant qu'assistant de français au Royaume-Uni. C'est parti. Alors bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en compagnie de Thomas Jo Ribéry, mon professeur de linguistique et de phonétique anglaise à l'Université de Haute-Alsace. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci pour le temps que vous m'accordez. Est-ce que vous pourriez tout d'abord vous présenter un peu et parler de votre parcours, vos études ? Oui, alors je suis donc Thomas Jo Ribéry, je suis maître de conférences en linguistique anglaise et en phonétique. En fait, j'ai suivi des études un peu classiques pour le parcours, c'est-à-dire une licence d'anglais LLCER, suivi d'un master aussi, alors qui était plus ou moins un master recherche
spécialisé en linguistique et en phonétique. Et ensuite, un doctorat en phonétique et en parallèle, le CAPES et l'agrégation en linguistique anglaise. D'accord, merci beaucoup. Alors, ce soir, vous allez partager avec nos auditeurs votre expérience en tant qu'assistant de français au collège Queen Elizabeth VI à Darlington, au Royaume-Uni, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Alors, en quelle année avez-vous fait ça ? Si je me souviens, c'était l'année scolaire 2009-2010, donc ça date un peu. Donc, dans mon parcours, en fait, ça se fait pas toujours, mais c'est pendant que je terminais mon master. D'accord. J'ai fait mon master en même temps que je suis parti à l'étranger, au Royaume-Uni. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'un assistant de français ? Quelles sont ses missions ? Alors, l'assistant de français, je pense que beaucoup de gens ont eu un assistant de langue, enfin, la plupart, je pense, à un moment donné au lycée, la plupart du temps. C'est-à-dire que c'est des missions essentiellement d'accompagnement, rarement de classe entière, mais souvent de groupe, donc ça se passe dans un milieu scolaire, dans un collège ou un lycée en général. Et en fait, on est en liaison avec les autres enseignants et en fait, on fait un certain nombre d'heures dans la semaine. On va prendre en général un petit groupe pour faire soit une activité précise qui est préparée par l'enseignant, plutôt au collège, soit c'est à l'assistant de préparer ses cours, si on veut, et de faire ce petit cours avec le petit groupe d'élèves. Il peut arriver qu'il y ait d'autres missions, des missions, alors un certain nombre d'heures de choses pas très sympas, des photocopies, des préparations de dossiers, des choses comme ça. Ou ce qui peut arriver aussi, c'est de la préparation de l'examen. Une espèce de, ça dépend des pays, mais des variantes du brevet, plus ou moins. Il peut arriver que les assistants soient assignés à ce genre de tâches. Mais pour l'essentiel, c'est surtout de l'enseignement, à la fois de la langue française et de tout ce qui est ce qu'on appelle la culture ou la civilisation, tout ce qui touche au monde francophone contemporain. D'accord. Et alors, comment l'idée vous est-elle venue de tenter cette expérience ? En fait, c'est quelque chose qu'on indique souvent aux étudiants, c'est qu'il n'est pas obligatoire dans le cursus de partir à l'étranger, mais que c'est un énorme avantage sur différents plans, et que l'assistanat, c'est une des méthodes pour partir à l'étranger, c'est-à-dire que c'est pas une année d'études, c'est une année de travail, de formation. Donc c'est particulièrement intéressant pour ceux qui se destinent plus ou moins à l'enseignement, qui sont intéressés. Donc c'est une première expérience en collège ou en lycée. On est en situation, on a des élèves, on commence à faire cours, il faut préparer des cours, toutes ces choses qui sont intéressantes quand on se destine à l'enseignement. Quand c'est pas le cas, c'est juste l'occasion de partir à l'étranger, d'être sur place pendant, ça dépend des pays, on va dire entre 8-9 mois, une année scolaire. Et puis les avantages qui vont avec, c'est-à-dire évidemment améliorer son anglais ou la langue en question, mais aussi vivre sur place du point de vue culturel, découvrir les lieux, les personnes, ce qu'on y fait, ce qui est différent, ce qui est pareil, rencontrer des gens, ce qui peut être utile après d'avoir des liens, des amis sur place ou des choses comme ça. Donc moi j'ai un peu tardé, comme je disais, je suis parti pendant mon master, mais il est possible de partir avant. Selon les pays, en général, après la 2e ou après la 3e année de licence. Ça dépend, c'est spécifique à chaque pays. Mm-hmm. Et alors, quelles ont été les démarches administratives nécessaires pour ce projet ? Alors ça dépend en fait du type de pays. Il y a une plateforme générale qui a un peu changé, mais c'est toujours le même principe. C'est qu'il y a des candidatures en début d'année, en général de janvier à mars. Et il y a un certain nombre de prérequis déjà pour les candidatures. Notamment, il faut être français, être dans une tranche d'âge qui varie aussi en fonction des pays. Il ne faut pas être trop âgé en général, mais pas non plus. Je crois qu'en général, c'est 20 ans le minimum. Et donc, en fait, sur cette plateforme-là, on va faire des candidatures où il y a des paperasses, il y a des documents à donner, mais on va choisir une destination qu'on aimerait, un pays,
Et dans ce pays, en général, il y a des régions, donc on va formuler des vœux pour dire j'aimerais plutôt aller dans telle région qu'une autre. Donc c'est que des préférences qui ne sont pas forcément atteintes. Et après, il y a, comme il faut aussi un niveau en général B1 pour l'anglais par exemple, il y a un entretien avec l'enseignant responsable à l'université qui va faire passer un entretien pour vérifier le niveau d'anglais, les connaissances globales sur le pays, le monde anglophone, la motivation, enfin ce type d'entretien-là. Et donc après les dossiers sont envoyés et puis on a la réponse en fonction du pays au mois de mai, au mois de juin, pour l'année d'après. D'accord. Et alors, comment s'est passée votre vie à Darlington ? Où logiez-vous ? Où faisiez-vous vos courses ? Tout ça, quoi. Alors ça, c'est un point important qui est très différent, c'est qu'il faut penser à l'argent, aux sous. Donc c'est une année de travail, donc on a un salaire qui, encore une fois, dépend du pays. Il y a des pays où on a des heures différentes et tel salaire, et un autre où on peut travailler plus et être moins payé, c'est spécifique. Tout ça, c'est indiqué sur la même plateforme. Donc, par exemple, pour les États-Unis, de mémoire, c'est que 5 ou 600 dollars par mois. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, il faut penser à ça. Donc, ça veut dire qu'il faut penser au logement et que souvent, en tout cas, il était prévu comme ça au Royaume-Uni que comme il y a des assistants qui se relayent un peu tous les ans, soit il y a des familles d'accueil qui accueillent des assistants de langue, soit parfois les assistants de langue de différentes langues, de différents pays se regroupent et font des colocations pendant un an ou quoi, et ça marche comme ça. Moi j'étais dans une famille, donc on m'a proposé 2 familles et on m'a dit il y a telle possibilité. Donc j'étais dans une famille d'accueil pendant cette année-là. Donc je leur ai payé un loyer à eux dans une chambre dans leur maison. Mais c'était beaucoup moins cher que si j'avais dû avoir un appartement ou alors j'aurais dû être en colocation ou des choses comme ça. Ça a des avantages. C'est-à-dire que on est sur place, mais on parle aussi régulièrement à des gens qui sont des gens connus et avec qui en général ça se passe plutôt bien. Donc c'est plutôt sympa. Je connais d'autres personnes qui étaient en colocation, c'est bien aussi, c'est différent. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous avez le plus aimé, et inversement, en tant qu'assistante français et en Angleterre ? Le plus intéressant, c'est d'être vraiment immergé dans un pays qu'on connaît peu, parce que même si on a pu faire telles vacances dans les grandes villes ou des choses comme ça, c'est pas pareil que de rester plusieurs mois ou vraiment un temps important. Donc c'est de découvrir je dirais pas les grands monuments, ça on les découvre dans le temps, mais voilà la vraie vie, quoi, le quotidien, les gens, qu'est-ce qui est spécifique à tel pays ou telle région, pratiquer la langue, parce que forcément on n'a pas le choix. Les gens parlent anglais, il faut leur parler en anglais, et comme je dis souvent, c'est l'anglais de la vraie vie, c'est-à-dire que plus on s'éloigne de Londres et des catégories aisées, plus l'anglais va être différent de celui auquel on a été exposé au collège, au lycée et même à l'université. Et donc souvent ça fait un choc. Les premières semaines, parler au chauffeur de bus ou à la boulangerie ou des choses comme ça, c'est très différent. Justement, est-ce que vous avez une petite anecdote à raconter, une anecdote linguistique Pas vraiment, mais c'est vraiment... Voilà, je me souviens la première fois que j'ai dû justement prendre un ticket de bus dans le bus, auprès du chauffeur de bus. Je comprenais rien à ce qu'il disait. Donc moi j'étais dans le nord-est de l'Angleterre et c'est quand même un accent qui est très différent de l'accent standard auquel on est habitué. Donc au début j'ai rien compris. Pourtant j'étais en anglais standard, ça allait très bien, mais c'est, comme je disais, c'est pas la vraie vie, quoi. Oui, c'est sûr. Et alors qu'est-ce que vous avez le moins aimé, du coup ? Qu'est-ce que j'ai le moins aimé ? C'est lié au processus, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas où on va aller. On fait des vœux, des préférences. Et donc, Darlington, c'était une ville qui était correcte, mais qui n'était pas la ville de rêve, quoi. C'était une petite ville de 100 000 habitants et qui n'était pas moche et la vieille ville industrielle, mais qui n'était pas non plus la belle ville sympa. Donc
Donc on y est quand même la plupart du temps. Mais par contre, ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils bougent, quoi. Ils prennent le train. S'ils sont à plusieurs et qu'il y en a qui a une voiture, on prend la voiture. Et là, pour le coup, on peut visiter facilement les villes qui sont à côté. Dans mon cas, c'était beaucoup Newcastle et toute l'Écosse. Mm-hmm. Ça, c'est à proximité, mais voilà, faut bouger et un peu être à côté. Voilà. D'accord, je vous remercie. Et alors, qu'est-ce que cette expérience vous a apporté personnellement ? Personnellement, c'est un peu ce que j'ai dit avant. C'est à la fois une expérience d'enseignement. On peut voir si c'est intéressant ou pas. Mais surtout, voilà, c'est améliorer son anglais, mais aussi sa connaissance des pays anglophones. On découvre un autre univers culturel, même si c'est pas extrêmement éloigné du nôtre. Il y a quand même des particularités, et je trouve que ça, c'est toujours enrichissant. Pas que l'aspect purement linguistique, ça c'est un peu l'évidence, mais tout ce qui est à côté, et aussi les rencontres, je disais la famille chez qui j'étais, ou des amis qu'on se fait sur place, que ce soit d'autres assistants ou dans mon cas des Anglais, ça c'est quelque chose de très positif. Et vous avez encore des contacts ? Oui. Plus trop avec les enseignants de l'école. Je les avais revus, mais bon, c'était pas la même relation non plus. C'était au travail tout de même. Mais oui, avec les amis et surtout la famille chez qui j'étais, on est déjà retourné chez eux plusieurs fois. Parce que bon, c'est des vacances qui coûtent, je dirais, moins cher que des vacances à l'autre bout du monde. Et forcément, si on a un petit pied à terre, on peut rester quelques jours dans une chambre chez qui. Voilà, ça c'est bien aussi. C'est toujours mieux. Et alors, quelles sont les différences majeures entre les Français et les Anglais selon vous ? Il fallait que je la pose celle-là. Alors, la différence, mais c'est une différence culturelle que je remarque toujours là, c'est le bus et le train. C'est-à-dire que c'est comme tout le Royaume-Uni, quand un bus arrive ou quand on prend le train en Angleterre, le premier qui est arrivé est le premier qui rentre dans le bus. Et une ligne se forme et les gens restent dans la ligne, et si quelqu'un essaie de passer, c'est vraiment mal vu et il y aura des commentaires. Alors qu'en France, le train ou le bus arrive, il y a un amas de personnes et c'est le premier qui peut rentrer qui va rentrer. Ça, c'est un classique, mais c'est un classique qu'on observe tout le temps, quoi. D'accord, on prend note. Et alors, aussi, j'avais aussi été surpris, mais parce que peut-être que j'avais pas l'habitude, quand j'ai vu les enfants en laisse, des enfants qui marchaient de peut-être 3 ans, mais qui étaient tenus avec un harnais et une laisse, et aussi les vêtements. C'est-à-dire qu'au mois d'hiver où il faisait 5 degrés, moi j'avais naïvement un pull et un manteau, et que les élèves étaient en t-shirt. C'est pas le même ressenti. C'est pas les mêmes habitudes. Et alors, une spécialité culinaire qui vous a séduit, autre que les haricots à la sauce tomate ? Ouais, mais haricots sauce tomate, ça se mange pas, non. Qu'est-ce qu'il y a Banoffee pie, qui est un dessert que je pense qu'on commence à trouver en France. Alors les desserts sont très sucrés, très bons mais très sucrés. C'est un mélange de banane, de crème fouettée, de caramel. Sinon, tout ce qui est nourriture indienne. Il y a une forte communauté originaire de l'Inde, du Pakistan, donc il y a beaucoup de cuisine indienne, beaucoup plus qu'en France. Et ça, c'est bien meilleur aussi. D'accord. Et alors, si c'était à refaire, y aurait-il quelque chose que vous feriez différemment, ou des conseils que vous donneriez à quelqu'un qui voudrait tenter cette expérience ? Moi, dans mon cas, j'ai pas visité énormément de choses parce que, comme je le disais, je faisais mon master en même temps, donc j'avais un mémoire de master. Mais peut-être que voilà, il faut profiter du temps libre qu'on a pour découvrir un maximum de châteaux, de lieux, de lacs, de machins, tout ce qui est à découvrir, parce que c'est un peu le moment, quoi. Et qu'après, même si on a l'occasion de le faire un peu quand on a des vacances ou un peu un budget, c'est pas la même chose. Bien sûr.
Eh bien, c'est noté pour ceux qui aimeraient tenter cette expérience. Merci à vous d'avoir accepté cette interview sur Radio Quetch. Merci. Merci à Monsieur Jory Berry et à G. Saline qui est à ma droite pour cette interview. Merci. Donc on vous encourage à aller visiter nos voisins bretons. Et aussi, petit message à tous ceux qui ne nous laissent pas sortir des trains. Laissez-nous sortir, faites une file et faites pas un amas là, vas-y, parce que c'est très chiant. Enfin bref. Petite pause musicale. Eye for an Eye de l'artiste Rina Sawayama de la BO de John Wick. Et vous venez d'écouter Eye for an Eye de Rina Sawayama. Pas très facile à dire ce nom. Hein. Vous êtes toujours sur Radio Quetch 89.1 de la FM dans votre émission 100% étudiante Campus Mag, comme chaque jeudi soir. Et vous venez d'écouter donc Eye for an Eye, BO de John Wick. Et justement, Théophile est entré dans ce studio pour nous parler de ce merveilleux film John Wick. Eh ben bonjour à tout le monde. Salut Théophile. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Tu vas nous parler de fromage aussi ou... Non, aujourd'hui j'ai choisi un sujet un petit peu plus d'actualité, parce que j'ai décidé de vous parler de John Wick, et plus spécifiquement de John Wick 4, qui est sorti il y a quelques temps au cinéma et que j'ai pu aller voir. Alors rapidement, comment est-ce que j'ai découvert John Wick ? Je vais vous conter une petite histoire. Ça se passe en mars 2019. J'ai une évaluation de maths le lendemain matin, je me dis je vais me poser devant la télé en révisant et puis je vais mettre un truc en fond. Et là, je zappe, et puis je vois à TMC, il y a un petit film qui s'appelle John Wick. J'en avais entendu parler. Je me dis, bon, bah, je vais le mettre en fond tout en révisant. Autant vous dire que ce soir-là, je n'ai pas beaucoup ouvert mon cahier. Ma note de maths en attestera. Mais j'ai eu la chance, et je ne le regrette pas, d'avoir découvert un film qui allait me marquer. John Wick. Alors, John Wick, c'est un film de Chad Stahelski et de David Leitch,
2 anciens cascadeurs de Matrix qui ont notamment collaboré avec Keanu Reeves, qui est le rôle titre du film. Et durant toute leur carrière de cascadeurs, ils ont toujours eu la volonté de faire des films d'action, mais un petit peu haut de gamme. Alors, Chad Stahelski a réalisé tous les John Wick, là où David Leitch n'était présent que pour le premier. Il est après parti faire par exemple Deadpool 2 et Bullet Train plus récemment, qui est un excellent film que je vous conseille aussi. Alors rapidement, John Wick, de quoi ça parle ? Disons que John Wick, c'est un gars qui vit tranquillement. Bon, sa femme est décédée et à titre posthume, elle va lui offrir un chien qui l'aidera à faire son deuil. Mais un vil chenapan va tuer ce chien et voler la voiture de John Wick. Sauf que pas de bol. Ce qu'il ne savait pas, c'est que John Wick, c'est l'ancien associé de son père qui était un grand mafieux, et que John Wick, en fait, c'est le plus grand tueur à gages de l'histoire, surnommé Baba Yaga. Et John Wick, il est pas très content qu'on ait tué son chien. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller tuer tout le monde pour se venger. Alors, le principe du film est con. Et le film le sait. C'est ça qui faisait de John Wick 1 un pur chef-d'œuvre à mon sens. C'est aussi sa réalisation absolument léchée avec des jeux de caméra incroyables. Enfin bref, le premier John Wick et les suites, John Wick chapitre 2 et John Wick chapitre 3, m'ont marqué. Alors, bon, voilà, comme je le dis, John Wick, c'est quand même des films d'action qui se veulent un peu plus haut de gamme, par exemple que des Fast and Furious. En tout cas, on a un personnage principal de la série, John Wick, qui est ultra charismatique, et le film sait très bien comment le rendre charismatique. C'est que tous les personnages savent qui est John Wick, ils ont peur de lui. À chaque fois qu'il parle de John Wick, on a peur de lui. Il y a même certaines répliques où on dit attendez, il a un contrat de 14 millions de dollars sur sa tête, toute la ville est dessus, vous pensez qu'il a des chances de s'en sortir ? Ouais, c'est du 50-50. Donc voilà, c'est toutes ces petites répliques qui font que le personnage est vraiment savoureux. Et je rajouterais aussi qu'on peut faire un petit parallèle avec les albums de Martin, qu'on le disait quand on était petit, avec Martin à la plage, Martin au ski. Là, c'est plutôt John Wick tue quelqu'un avec un nunchaku, John Wick tue quelqu'un avec un crayon, enfin bref, c'est assez rigolo. Il y a beaucoup d'inventivité dans les meurtres dans John Wick, et c'est toujours un plaisir de se dire mais quoi, il va tuer l'ennemi cette fois-ci. Et du coup, comme dit, j'avais énormément d'attentes pour ce John Wick 4. C'était le film que je pense j'ai le plus attendu dans ma vie avec The Batman, et autant vous dire que le film est génial. J'ai pu y aller dans mon petit cinéma de Bar-le-Duc avec mon père, et quel plaisir de voir ce film. Déjà, parlons de l'aspect technique, la composition des plans, les cadres, tout ça est incroyable. Ça suit la logique des trois films d'avant. Il y a une vraie volonté de faire un film beau en utilisant des décors absolument magnifiques. Je pense par exemple à la Tour Eiffel. Cocorico, ça a été tourné en France. On a aussi des décors qui viennent de Berlin, d'autres d'Osaka, et même dans le désert. Tous ces aspects du film sont absolument magnifiques. On a aussi une utilisation des lumières absolument génial. Le film, depuis notamment John Wick 3, qu'il avait beaucoup utilisé, que j'avais beaucoup aimé, même si il avait été critiqué par certains pour son ventre mou, ce qui est pas tout à fait faux. Le film John Wick 3 avait instauré beaucoup d'utilisation de néon pour éclairer les scènes, ce qui a rajouté une colorimétrie très intéressante à ce John Wick 3, très bleu. Et là, ils ont fait un peu l'inverse en utilisant beaucoup de rouge, et ce qui fait que le film est techniquement très très beau. Il y a peut-être 2-3 scènes un peu en dessous, mais honnêtement, ça gâche pas le plaisir. Et puis, que dire quand on parle de John Wick ? Il faut parler des scènes d'action. Et alors, oh là là, il y en a 3 grosses dans le film. Une à Osaka, une à Berlin et une à Paris. Bon alors, Osaka, comme je l'ai dit, les lumières sont magnifiques. Berlin, il y a un jeu avec de l'eau dans une boîte de nuit qui est complètement lunaire, où ils se battent sous la pluie, en pleine boîte de nuit, ça n'a aucun sens. Avec des ralentis qui feraient rougir Zack Snyder tellement ils sont bien utilisés. Et que dire sur la fin à Paris, où c'est genre 30 minutes, même un peu plus, d'une course effrénée et contre la montre, c'était génial. Alors, comme je l'ai dit, il y a des lieux absolument dingues utilisés. Vous avez pu le voir dans la bande-annonce, il y a une grosse partie du film qui se passe à Paris, quasiment la moitié. La scène sur le Trocadéro, vraiment, même avec les nuages, c'était magnifique. La scène sur la place de l'Étoile, absolument dingue. Voilà, comme je dis, c'est assez difficile de décrire ce John Wick, tellement pour moi, c'est l'aboutissement de toute une série de films. Et si vous êtes fan de films d'action, allez le voir. Et je rajouterai aussi que les persos secondaires sont enfin intéressants. Alors, dans les précédents John Wick, il y avait surtout Winston, que j'aimais beaucoup, joué par... je n'ai plus le nom de l'acteur, mais qui a un charisme, je trouve, de dingue, qui joue aussi dans American Gods. On a aussi Lawrence Fishburne, qui avait joué dans les Matrix avec Keanu Reeves, qui est absolument, dans son rôle de Boy King, qui est tellement drôle et tellement charismatique.
Et on a du coup dans ce John Wick de nouveaux personnages qui sont introduits. Je pense à Kane qui est super drôle, super marrant. Le marquis de Gramo joué par Bill Skarsgård, excusez-moi de l'expression de ma prononciation, qui est ultra flippant et qui a ce côté petit riche bourgeois à qui on a envie de mettre des claques. Et enfin, c'est le John Wick où je trouve il y a le plus d'humour. Et je rajouterai un dernier mot sur Keanu Reeves, qui est un acteur que j'adore, absolument sensationnel. Il fait 90% de ses cascades dans le film. Et même si des fois il se fait voler un peu la vedette par Donnie Yen en Kane, quand il est là, son charisme est présent, son regard, sa voix. Mention spéciale à la VF du film qui est vraiment excellente. J'ai été voir le film en VF, c'est très très bon. Et enfin, on peut se questionner sur l'après John Wick 4. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus après? Je ne sais pas. Mais bon, je me t'ai dit ça après le 3 et le film, comme dit John Wick 4, a réussi à me surprendre. Il y a le film l'année prochaine, Ballerina, qui va sortir avec Ana de Armas, qui est une actrice formidable. Ça va être trop bien. Et pour conclure, voilà, j'aime la saga John Wick. Et moi qui rêverais de faire du cinéma, que ce soit en tant que réalisateur ou en tant qu'acteur, c'est absolument, comme disent les jeunes, une masterclass. Allez voir ces films si vous aimez l'action. Je sais qu'il y en a qui me disent « Ah, j'aime les biopics et tout ». Alors c'est très très bien. Moi, ce que j'aime, c'est le cinéma d'action qui fait des choses avec sa caméra. Et ça, c'est pour ça que la série est géniale. Allez voir John Wick 4. Merci beaucoup Théophile. Merci Théophile. On espère que vous aurez envie d'aller voir John Wick 4. Et maintenant, on passe au résumé de conférence avec Loïc et Valentin qui nous ont rejoints dans ce studio. Bonsoir messieurs. Bonsoir. On vous laisse nous résumer la conférence de jeudi dernier, le jeudi 30 mars et celle du 6 avril. C'est parti. Alors donc oui, je vais commencer avec celle donc de la semaine dernière. Donc on rappelle toujours dans le cadre des conférences de sciences politiques qui sont accessibles au public à l'ancien de la Fonderie, donc à l'université d'Alsace. Et la dernière aura lieu la semaine prochaine, le 13 avril. Et donc la semaine dernière, c'était Florent Pouponneau qui est venu nous parler de la guerre au Mali. Alors donc Florent Pouponneau, il est maître de conférence en sciences politiques à l'IEP de Strasbourg. Il est spécialisé dans la politique étrangère de la France et de l'Union européenne et il s'intéresse donc aux acteurs diplomatiques. Dans cette conférence, il nous a parlé de 2 ouvrages. Tout d'abord un premier qu'il avait coécrit avec Grégory Dao et Johanna Siméan-Germanos, qui était donc sur l'entrée en guerre et qui est sorti en 2022 et qui s'intéressait à la prise de décision de l'entrée en guerre et donc pourquoi la France allait faire la guerre au Mali. Et il nous a aussi en parallèle parlé de son second ouvrage en rapport avec la guerre en Mali qui sortira l'année prochaine. Et donc cet ouvrage s'intitule « Entrer et rester en guerre au Mali ». Et il s'intéresse à la France qui est restée donc, au Mali pour une guerre visiblement impossible à gagner, puisque aujourd'hui et au fil des années, la guerre en a été à peu près toujours au même stade avec un regroupement des groupes terroristes à chaque fois. Et donc, pour réaliser ces ouvrages, Florent Pouponneau, il s'est aidé de ressources médiatiques et aussi beaucoup d'entretiens menés avec des militaires, des diplomates, des politiques. Donc il nous en a beaucoup parlé, c'était très intéressant. Et donc, comme je le disais, cette conférence a été un mix entre les 2 ouvrages sur le Mali. Et donc, tout d'abord, il nous a présenté un petit peu l'entrée en guerre au Mali. Donc il s'est fait en 2013 une guerre engagée contre le terrorisme, et qui a duré jusqu'en 2022, puisque l'opération Barkhane s'est terminée l'année dernière. Et donc, tout d'abord, il faut souligner que cette entrée en guerre de la France, elle a pendant longtemps été évitée. Il y a eu beaucoup de déclarations pour dire que la France n'allait pas entrer en guerre au Mali. Et puis finalement, en 2013, c'est l'entrée de la France en guerre au Mali contre les groupes terroristes. Et donc, déjà, un des premiers aspects du livre, c'est d'expliquer que cette décision n'a pas été juste une décision de François Hollande seul, et que c'est la décision de plusieurs acteurs et de plusieurs moments de négociation. Ensuite, après cette entrée en guerre, ça a été vite un grand succès contre les groupes terroristes en quelques mois. Et il y a eu des premières déclarations disant que la France allait se désengager du Mali. Mais au final, comme on l'a pu voir jusqu'en 2022, la France est restée pendant près de 10 ans au Mali. Et selon l'auteur, et grâce à ses recherches et à ses entretiens, il a pu montrer que la France avait des intérêts à rester en guerre au Mali, avec notamment le test de démonstration de matériaux militaires. Donc c'était un terrain parfait pour cela. Et aussi l'entraînement et l'engagement de l'armée au fil des années. Donc, outre cela, dans ce livre, il nous présente aussi beaucoup d'autres aspects, comme le rapport au droit dans la pratique de la guerre, entre respect du droit et l'affranchissement
de certaines règles. Et ce livre nous permet donc de s'intéresser aux acteurs militaires, diplomatiques qui sont très présents dans les entretiens, les relations qu'il y a entre eux, les différents intérêts qu'ils ont, et aussi d'avoir une vision un peu plus globale sur comment se passe une guerre, et donc précisément celle au Mali. Donc voilà, c'était une conférence très intéressante et je vous invite à lire ces différents ouvrages, à vous intéresser à ces sujets. Voilà, je laisse la parole à Loïc pour passer au Sénégal. Et oui, donc on passe au Sénégal avec Sidi Sissoko qui est chargé de recherche au CNRS et aussi professeur à l'université de Lille. Il est venu donc aujourd'hui, ce jeudi 6 avril 2023, au campus de la Fonderie à Mulhouse, nous présenter son ouvrage « Le transport a le dos large, les gares routières, les chauffeurs et l'État au Sénégal ». Alors en fait, le transport, notamment donc le transport routier avec les véhicules, constitue un pan très important, même majeur, de l'économie. On voit cependant que ça ne se passe pas comme ça peut se passer en France par les canaux traditionnels par l'État. Au début, ça a émergé dans les années 60 avec on va délaisser le rail et ça va naître par en bas. En fait, ça va être de l'économie souterraine, ça va naître par en bas. Et l'auteur est allé sur place au Sénégal, il est allé dans plusieurs gares routières, 4 en tout, et il nous a montré un certain nombre de cartes où il a pu tracer le transport urbain, interurbain justement, de ville en ville, et donc tout ça par des voitures. Alors, donc les véhicules sont exploités par des conducteurs. On voit qu'il y a des gros transporteurs, de grosses entreprises qui vont en fait recruter des conducteurs. Au niveau des conducteurs, on peut dire qu'il y en a beaucoup de Sénégalais qui travaillent là-dedans, puisque ça représente 6,2% des actifs. Donc c'est quand même, c'est pas négligeable. Alors comment fonctionne ce secteur ? Eh bien, on peut dire que l'État, au début, donc, n'est pas présent, et ensuite va se saisir de cette question, et il va aussi avoir l'affirmation d'une nouvelle identité professionnelle, avec la libéralisation des licences, et un certain nombre d'autres choses qui permettront à de nouveaux profils d'exercer ce métier. On a aussi la critique de la tutelle de ces grands transporteurs, puisqu'ils vont imposer leurs règles, leurs cadences, etc. Et donc, voilà, ça c'est quand même quelque chose qui est remis en cause et qui est assez critiqué. Il y a des associations qui naissent, qui émergent pour justement défendre ces travailleurs, ces conducteurs, qui se regroupent. On peut parler de regroupement de chauffeurs dans les années 90, avec la syndicalisation, qui est aussi très importante à partir de ces années-là. Enfin, j'aimerais terminer avec les relations qu'on peut tisser entre les chauffeurs et l'État, et entre donc l'administration, de ce point de vue-là, et les chauffeurs et le champ politique. Si on commence par le champ politique, on voit que les partis politiques vont se servir de ces conducteurs pour faire passer un message. Par exemple, au Sénégal, il n'y a pas d'institut de sondage où les sondages sont publiés. Et donc, pour pouvoir faire passer un message, ils vont demander à ces grandes entreprises de transport d'emprunter des chauffeurs pour faire du nombre et être très nombreux dans les rues. Si on regarde du côté de l'administration, on voit que l'administration elle est très importante et très présente en amont et en aval d'une élection. Par exemple, pour chaque gare routière, il y aura des élections pour élire un président, et l'administration est présente pour réguler, pour faire attention à ce que tout se passe bien. Et aussi, il y a cette histoire du permis de conduire qui permet d'exercer ce métier. Et il y a un certain nombre de dérogations qui existent, puisqu'on est quand même au début dans une économie souterraine, avec donc des canaux pour exercer ce métier, avec une certaine sorte de corruption, si on peut dire, même si c'est encore à nuancer. Et voilà, en tout cas, je terminerai par dire que c'est vraiment ce groupe professionnel des conducteurs est emblématique, et il entretient énormément de relations avec l'administration et les politiques, malgré qu'à la base, c'est quand même ça vient du bas, et ça vient de l'économie souterraine. Merci beaucoup Loïc et Valentin. Merci pour ces résumés de conférences édifiants, et je souhaiterais remercier toute l'équipe de Campus Mag pour cette émission. Merci à toi Louis de m'avoir assisté en cette soirée.
Et donc nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Campus Mag à 19h. À la semaine prochaine et prenez soin de vous.